des enjeux de cette journée, de cette soirée ici à Marseille, c'est bien sûr la sécurité. Guillaume Fard est avec nous pour nous en parler. Bonsoir Guillaume. On voit tout autour ici du Vieux-Port, postés en hauteur les snipers, il faut le dire tel que... Absolument, voilà. c'est ça. Et pas seulement, parce qu'il y a énormément bien sûr de gendarmes, de policiers mobilisés. Je crois que c'est la plus forte mobilisation de forces de l'ordre qui n'a jamais été mobilisée pour Marseille. Pour Marseille, oui. Le record précédent a été battu, Olivier. C'était la venue du pape. À l'automne dernier, 5000 policiers, gendarmes. On a dépassé ce chiffre des 5000 aujourd'hui à Marseille. Si on y ajoute aux policiers, aux gendarmes mobilisés, la police municipale marseillaise et les agents de sécurité privée. Tout autour de nous, il y a 11 points de filtrage pour accéder au Vieux-Port. Et le premier rideau, ce sont ces agents de sécurité privée, ces femmes et ces hommes qui font l'inspection visuelle des bagages, les premières fouilles. Et puis après, le dispositif se durcit. Il y a même du déminage. Nous-mêmes, on a été déminés pour venir avec nos effets personnels. Pour entrer dans la zone de sécurité, on est fouillé obligatoirement. Obligatoirement, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que la sécurité, c'est évidemment une composante du succès des Jeux Olympiques. C'est une condition de réussite de ces Jeux et pendant 4 mois, jusqu'au 8 septembre prochain, ça commence aujourd'hui. Mais une fois qu'on a passé les contrôles et qu'on est sur le Vieux-Port, on peut circuler tout à fait normalement et profiter. Et donc le dispositif, certes, c'est un dispositif dense, robuste, mais il n'est pas non plus pesant. Et une fois qu'on l'a passé, ça va. Ce contrôle, c'est tranquille. C'est ça. Alors bien sûr, il y a la menace terroriste, mais pas seulement aussi. On peut craindre, par exemple, des manifestations sociales. On peut craindre que certains profitent de l'événement. Je rappelle que c'est un événement télévisé. Marseille est au centre du monde ce soir avec l'arrivée de la flamme. Donc tout peut arriver et les policiers sont sur le qui-vive. Oui, il y a un peu deux menaces qui cohabitent. On le dira beaucoup au cours de ces 4 mois, entre aujourd'hui et le 8 septembre prochain, qui est la date de fin des Jeux paralympiques, et donc un peu la fin de cette séquence des Jeux olympiques et paralympiques. C'est la menace contestataire, la menace terroriste. Donc il y a une menace de basse intensité, qui est la menace revendicative, contestataire, des activistes politiques qui pourraient perturber l'arrivée du Belém, par exemple. Il y a une parade nautique ce matin. On redoutait que sur des bateaux... il y avait plus d'un millier de bateaux. Ne déploient des banderoles. Bon, on n'en a pas vu à ma connaissance. Il y a aussi la possibilité que des activistes fassent irruption devant une caméra, dans la foule, essayent de déployer des banderoles, essayent de se coller les mains quelque part. Enfin, il y a toujours ce risque-là. Et puis, demain débute le relais de la flamme. Donc, il y a aussi le risque qu'on s'en prenne au relayeur de la flamme, à la flamme elle-même. Une flamme qui va parcourir la France pendant de longues semaines, avec une 60aine de départements traversés. Donc, effectivement, c'est une sécurité qui va devoir se déployer sur tout le territoire. Toute la France métropolitaine, la Corse, les Outre-mer, ne les oublions pas. La flamme va partout sur le territoire national. Et à chaque ville-étape, une 60aine de villes, vous l'avez rappelé Olivier, il y a ce risque qu'on s'en prenne au relais de la flamme. À la flamme, c'est le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, notamment, qui assure la sécurité de la flamme. Ils sont déjà présents sur le Belém, puisque la sécurité de la flamme commence en Grèce. Donc ils ont embarqué sur le Belém, ils sont là, et à partir de demain, ils vont faire ce parcours itinérant de la flamme. Bon, ils ont l'habitude, ils font le tour de France, mais là, ils vont faire la protection de la flamme. Guillaume Fard, là, on voyait la foule, c'est avec, j'imagine, des policiers en civil au milieu. Partout. C'est ce qui va être c'est cette effervescence qu'il va falloir surveiller et canaliser. Oui, en civil et pas que en civil. D'ailleurs, il y a 1800 CRS et gendarmes mobiles. Il y en a juste à côté de nous. D'ailleurs, ils sont visibles même depuis ce plateau délocalisé sur le toit du MUSEM. Et il y a en plus des policiers en tenue, des policiers en civil, vous le disiez, des agents de sécurité privée, de la police municipale parisienne, l'opération Sentinelle militaire dans ses 3 composantes, terre-mer. Tout le monde est là. Et les agents du renseignement aussi. Ils étaient là avant, ils sont là pendant, et surtout ils travaillent pour l'après. C'est-à-dire que cet événement marseillais, évidemment, il faut le sécuriser en tant que tel, mais c'est aussi un petit laboratoire de ce qui se passera le 26 juillet prochain, non pas à Marseille, mais à Paris. C'est la cérémonie d'ouverture, parce qu'à Paris, on attendra 130 chefs d'État et de gouvernement, pas les moindres, des pays très sensibles. Donc il y a une pression, parce que si ça se passe bien ici à Marseille, c'est de bon augure pour le reste des festivités. Oui. Et ça veut dire que ce que l'on a imaginé comme dispositif peut être dupliqué, et que des idées que l'on a pour le 26 juillet qui sont testées ici sont valables
et pourront être mises en œuvre. Vous savez, c'est pas un hasard si en se promenant dans les rues, on croise le directeur général de la police nationale, le chef du RAID, le commandant du GIGN. On est là. Tout le monde est là parce que d'abord c'est un événement important et ensuite parce qu'on veut voir comment ça se passe à Marseille pour ajuster le dispositif parisien. Mais On est toujours sur le plan A à Paris, c'est-à-dire la cérémonie sur la scène. toujours le plan A. Maintenant, il ne faut pas laisser à croire qu'entre aujourd'hui 8 mai et le vendredi 28 juillet prochain, il ne se passerait rien et que ce serait un ensemble vide. Il y a le relais de la flamme, mais pas seulement. Il y a les 80 ans du débarquement le 6 juin prochain. Bien sûr. Grand événement avec le président Biden, probablement le roi Charles. La Russie ne sera pas représentée par Vladimir Poutine, mais on verra un représentant. C'est un événement qui est lourd en termes de préparation et d'organisation sur le plan de la sécurité. Il y aura le Tour de France. Il y a un Euro de football, même si on ne l'accueille pas, on peut espérer le gagner. Il y a le 14 juillet. Bref, il y a beaucoup d'événements dans l'événement pendant la séquence. Donc ça veut dire que quand même les forces de l'ordre sont mobilisées. C'est une année exceptionnelle pour elles. Hein. Les policiers vont pas avoir beaucoup de repos. Non, ils n'en auront pas, en tout cas pas avant l'automne. Mais après, les Jeux, c'est une fois par siècle. Bien sûr. Et si vous êtes patriote, et ils le sont tous, une fois par siècle, vous pouvez servir la France avec un petit surcroît d'effort. Puis on a vu autour du Belém et puis de ce matin des zodiacs noirs qui vont et qui viennent. Qui sont-ils ces zodiacs, mon cher? Ça peut être plusieurs propriétaires. La gendarmerie maritime est très présente. Il y a également le RAID qui a son Zodiac, son bateau, puisqu'il assure la protection contre terroristes aussi, parce que ça fait partie des menaces. Et c'est vrai que le dispositif de sécurité, il est à la fois en mer, sur terre, dans les airs. Il a 3 dimensions. En mer parce qu'il y avait cette parade nautique puis l'arrivée du Belém. Le Belém est d'ailleurs escorté depuis la Grèce par la Marine nationale. On a un bâtiment de la Marine nationale qui a suivi le Belém. Sur terre parce qu'il y a, Benoît Payan le disait, 150 000 personnes, peut-être davantage, qu'il faut sécuriser, qui assistent aux festivités. Et dans les airs parce que la menace qui peut prendre la forme d'usage de drones, est une menace qui va planer, sans mauvais jeu de mots, sur ces Jeux Olympiques jusqu'au 8 septembre. Et donc il y a un dispositif qui a été pensé de lutte anti-drone. Et donc c'est aussi pour ça qu'on regarde ce qui se passe aussi dans la 3e dimension et dans les airs sur le plan de la sécurité. Et pour rebondir sur ce que dit Guillaume, ce matin, Julien Richard a eu la chance de monter sur le Belém. C'est un reporter de RMC et il m'a raconté cette scène. Sa petite embarcation est arrivée à l'approche du Belém. Le capitaine de cette embarcation ne s'est pas annoncé. Le raid est arrivé en moins de 10 secondes sur eux pour venir pratiquement percuter, mais pas dans le mauvais sens, mais pour venir percuter cette embarcation, intercepter cette embarcation à l'approche du Belém. Escorté, bien sûr, le Belém, on le rappelle, Guillaume Fard. Escorté par la Marine nationale d'abord, et ensuite dans le port par la gendarmerie maritime, les autorités portuaires. On a parlé du Zodiac du RAID qui avait bondi sur une embarcation non identifiée tout à l'heure. Mais oui, il y a un gros dispositif de sécurité autour du Belém et sur le Belém, puisque on le rappelle aussi, les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, ont pris en compte la flamme olympique déjà en Grèce, ont embarqué et vont la suivre pendant tout son périple jusqu'au 26 juillet prochain. Accompagné par un hélicoptère, là c'est aussi sa sécurité, Guillaume Fard. Absolument. La gendarmerie nationale a mobilisé ses hélicoptères. Bon, la police nationale n'en ayant pas, c'est le parc de la gendarmerie qui a mis à contribution pour des missions d'observation, mais pas seulement. On peut embarquer dans un hélicoptère des gendarmes équipés de fusils de précision. Enfin, on peut avoir un dispositif là aussi contre-terroriste, mais l'hélicoptère c'est d'abord un très bon moyen d'observer ce qui se passe et de renseigner le PC où se trouvent toutes les autorités en matière de sécurité et qui suivent toutes les informations qui remontent par la vidéoprotection, par toutes les caméras, l'information aussi que peuvent capter des policiers gendarmes sur les points hauts. Il y en a beaucoup autour de nous. Quand même une question toute bête, mais la flamme peut-elle s'éteindre s'il y a trop de pluie? Non, normalement non. C'est pas prévu pour. Même s'il y a des tutoriels qui circulent sur les réseaux sociaux invitant des militants et des activistes hostiles au jeu ou est-ce qu'ils représentent à éteindre la flamme, c'est pas prévu pour. Et à partir de demain et le début du relais, elle sera de toute façon escortée et protégée. Et pour l'instant, tout se passe bien côté sécurité, Guillaume Fard, c'est un sans faute. Pour le moment, ça se passe parfaitement bien, avec un dispositif qui était effectivement dense à l'extérieur du périmètre, mais qui permet à chacun de profiter à l'intérieur du périmètre. Et je crois que c'est ça qu'on attend d'un dispositif de sécurité dans le cadre des Jeux Olympiques, robuste,
mais néanmoins pas trop pesant ni trop présent une fois qu'on a passé les contrôles. Et c'est ce que l'on a vu aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers de personnes, peut-être plus de 100 000 personnes, plus de 150 000 personnes. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres qui ont été arrêtés sur la jauge de participants. Et en tout cas, ce sont des personnes qui peuvent être là en sécurité. Et c'est de très bon augure pour ce qui s'annonce, parce qu'il y a 60 villes qui vont être en fête parce qu'elles vont accueillir la flamme. Et puis pour le 26 juillet prochain, où là on sera sur d'autres chiffres, au-delà de 300 000 personnes à Paris. En tout cas, c'est la jauge qui nous a été annoncée, et un nombre de chefs d'État et de gouvernement bien supérieur. On a beaucoup commenté ce sondage là pour BFM TV qui montrait que les Français étaient finalement assez indifférents pour l'instant. Et je pense que ça va changer à partir d'aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a une ferveur ici à Marseille, et cette ferveur, elle va se multiplier partout en France dès que la flamme va visiter les territoires. Je pense que c'est parce que ça n'est que le début. Puis c'est très français de beaucoup râler avant et d'être content pendant. Et d'être fier ensuite. Exactement. Et avant les Jeux, on a vu beaucoup de polémiques sur la capacité de la France à accueillir ces épreuves, sur la capacité à organiser la sécurité d'eux. Et on n'est qu'au soir du premier jour de la séquence. Mais on peut déjà dire que ce jour 1 est plutôt une réussite, plutôt une belle réussite. Et que donc les esprits chagrins, peut-être qu'il faudrait qu'ils laissent la place à ceux qui sont contents d'accueillir les Jeux et qui travaillent à ce que les Jeux se passent bien. Du côté de la place Beauvau, c'est une absence de congé pour l'ensemble d'un ministère pendant tout un été. C'est inédit. Après, recevoir les Jeux, ça n'arrive qu'une fois par siècle. Mais tout de même, il y a cet effort-là qui est fait pour le pays, pour le rayonnement de la France, par amour de la France et de la patrie. Et il faut aussi le souligner et ne pas constamment se lamenter ou annoncer des mauvaises nouvelles relatives à ces Jeux. Vous avez entendu tout à l'heure, nous avions deux représentants du milieu associatif qui disaient ouais, il faut profiter, c'est une impulsion qui doit nous permettre aussi de régler des petits problèmes qu'il peut y avoir aussi dans les quartiers. C'est le moment d'attraper les gens, de profiter de cette émulation, quoi. Donc en fait c'est une chance inédite qu'il faut saisir et qu'il faut faire travailler, quoi, perdurer. Pour plein de territoires. Et alors on peut penser évidemment à Marseille, il y a la notion d'héritage, mais il y a un département qui est à la fois le plus jeune de France et le plus pauvre de France, c'est la Seine-Saint-Denis, qui va énormément bénéficier des Jeux Olympiques, ne serait-ce que sur le plan de l'aménagement urbain, en accueillant le village olympique, le cluster des médias. Les athlètes vont être là. Et il y aura un héritage. La ville, aux abords d'Aubervilliers et de Saint-Ouen, ne ressemblera plus à ce qu'elle ressemble aujourd'hui après les Jeux Olympiques. Donc c'est aussi un levier de transformation des espaces et des territoires. C'était un président qui était soulagé, ça s'est très bien passé. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de ces Jeux Olympiques. La sécurité a été assurée et on sentait qu'il avait quand même effectivement il était content parce que pour l'instant tout s'est bien passé. Vous imaginez la pression, le monde entier vous regarde, et encore aujourd'hui moins que le 26 juillet qui est le jour de la cérémonie d'ouverture, on attend 1,5 milliard de téléspectateurs. Il n'y a aucun événement au monde qui est aussi et autant regardé à la télévision. Donc la moindre anicroche, le moindre micro-incident peut prendre des proportions qui sont beaucoup plus fortes quand vous accueillez la flamme olympique que pour n'importe quel autre événement. Donc on comprend le soulagement, mais au soulagement il ajoute des remerciements. Il ajoute des remerciements pour toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à ce que ça se passe bien et qui surtout vont continuer de travailler, parce que la séquence dure 4 mois avec des événements dans l'événement, parce que quand vous accueillez le 80e anniversaire du débarquement de Normandie le 6 juin prochain et que vous avez Joe Biden, peut-être le roi Charles et un représentant pour la Russie qui va se déplacer, c'est un événement qui pèse aussi sur les épaules du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez le Tour de France, même s'il n'arrivera pas à Paris cette année, il faut aussi assurer la sécurité. Ce sera à Nice, sur la promenade des Anglais. Nice, voilà. Il y a toute une série d'événements qu'il va falloir prendre en compte en même temps qu'il y aura ces 15 jours de Jeux Olympiques puis 15 jours de Jeux Paralympiques. Parce que c'est vraiment strictement contrôlé aussi sur le parcours. Je sais pas, peut-être qu'autour de vous on a prévu des choses, de se faire remarquer ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention, quoi. D'abord on contrôle qui peut être porteur de la flamme. C'est ça. Il y a un criblage, c'est-à-dire en fait une enquête de sécurité sur le porteur. C'est ce qui s'est passé ?
Je suppose. Normalement, la et de personne n'est fait- pas au courant si D'accord. elle est criblée. Et ensuite, il y a une bulle de sécurité autour de la flamme. C'est-à-dire qu'il y a des policiers et gendarmes qui courent autour de la flamme, et puis la flamme est suivie ensuite par une escorte qui comporte encore des policiers et gendarmes, et pas les moindres dans le cas des gendarmes, puisqu'il y a le GIGN qui est aussi dans cette bulle de sécurité, dans cette sorte de caravane qui entoure et qui suit la flamme. Donc il y a toute une délégation. Vous aurez une bulle de sécurité autour de vous. Je vais être bien Pour protégé. 200 mètres. Mais vous vous sentez en danger d'ailleurs de porter la flamme? Je vais être tellement bien protégé que je ne dois pas me sentir en danger, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a au-dessus de nos têtes, là, Guillaume Ford? On a On entend bien, là. Un hélicoptère, surveille. vraisemblablement de la gendarmerie nationale, qui tourne autour du Vieux-Port depuis quelques heures et qui effectivement est là pour surveiller. Et dans l'eau, on a vu quelques Zodiacs, dont un avec carrément une colonne d'assaut du raid presque constituée. Donc effectivement, on est bien entouré, bien surveillé. En matière de sécurité, l'enjeu maintenant, c'est de maîtriser cette foule qui se dirige vers le Vieux-Port, vers le concert qui sera donné tout à l'heure vers 21h. Donc là, il y a un flux à gérer. On sait que pour rentrer dans cette zone de sécurité, il faut être patient parce qu'on passe Il y a un long filtrage. un long filtrage. D'ailleurs, ça se passerait bien, on l'a vu tout à l'heure, les très bien. Marseillais et les visiteurs l'acceptent volontiers. Maintenant, on sait qu'on doit forcément passer par la fouille pour être en sécurité. Mais ensuite, ce soir, après le concert, il faudra aussi disperser cette foule. Oui. Ça sera aussi un enjeu important. C'est toujours l'enjeu parce que c'est un événement qui est festif, donc qui dit festivité dit des personnes qui plus tard dans la nuit n'ont pas nécessairement envie de quitter les lieux ou ont consommé un peu d'alcool ou beaucoup d'alcool. Donc ça, on est plus sur de l'ordre public que véritablement sur de la menace de haute intensité. Ça, on sait faire aussi. On sait faire aussi. Et puis, il y a le dispositif qui le permet. Il y a 1800 CRS et gendarmes mobiles aujourd'hui à Marseille. C'est un chiffre très élevé, très important. Donc Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a plus de policiers et de gendarmes que lors de la visite du pape. Oui, parce qu'il faut ajouter aux 1800 CRS et gendarmes mobiles 3000 policiers en tenue. Vous arrivez à 4800. Vous ajoutez encore la police municipale de Marseille, quelques centaines d'agents. Et puis, vous ajoutez encore les agents de sécurité privée qui sont un bon millier. Ça y est, on les a recrutés parce que pendant longtemps, on avait du mal à les trouver. Il en manque combien Alors ça, c'est une grande inconnue, cette histoire d'agents de sécurité privée, parce que vous savez que quand le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'exprime, il vous parle en nombre de marchés attribués. Alors il dit on a 90%, 92%, la jauge ne cesse de monter, mais jamais en nombre d'agents effectivement présents le jour J, parce que ça vous ne le savez que quasiment le jour même. Il y a des agents qui ne se présenteront pas et d'autres qui ont voulu faire monter les enchères, donc ont été pré-recrutés par plusieurs entreprises de sécurité privée. Et c'est là où Guillaume a raison. Donc le comité d'organisation diffuse ces éléments de langage avec ces 97% de personnes recrutées, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais on a eu un document il y a quelques semaines. Le comité d'organisation au 1er mars 2022, donc il y a à peu près plus d'un mois, avait identifié, donc ça ne veut pas dire recruté, avait identifié 10 500 personnels de sécurité privée, alors qu'il en faut 20 000, 25 000. 25 000 avec la petite réserve qu'a demandé Emmanuel Macron pour ces Jeux Olympiques. Donc voilà, il nous manque encore beaucoup de monde. Ce personnel sera destiné à fouiller les visiteurs, à contrôler les points de passage, les points d'entrée. En partie, ce qu'on a vu aujourd'hui, vous savez que d'abord, il y a des sites qui vont être des sites d'accueil des épreuves olympiques. Donc là, ceux qui, par exemple, ont la charge du Grand Palais éphémère, de certains lieux qui vont être des lieux d'épreuves olympiques, vont avoir besoin d'agents de sécurité privée, tout simplement pour les contrôles d'accès sur ces lieux d'épreuves. Et puis, quand il y aura des événements en particulier, le marathon pour tous, la cérémonie d'ouverture, évidemment, on aura besoin d'agents supplémentaires pour de l'événementiel. Et à cela va s'ajouter tous les événements, alors là, à titre privé. Vous êtes LVMH, vous êtes sponsor des Jeux. Évidemment que vous allez organiser des événements pendant la période estivale à destination de vos clients privilégiés. C'est pour ça que vous payez très cher le sponsorique des Jeux. Donc vous aurez aussi des besoins en agents de sécurité privée et il n'y a de toute façon pas la main d'œuvre pour pourvoir à tous ces besoins. C'est probablement l'armée qui en dernier recours va s'y coller et c'est un air de déjà vu. Les Anglais en 2012 à Londres avaient déjà fait ainsi. Il faut quand même expliquer parce qu'il y avait une petite polémique. Il faut payer, je crois, 180 000 euros
euros. pour pouvoir accueillir dans son département la Flamme. Mais- Certains départements détenus par l'opposition ont refusé. Par exemple, la Flamme n'ira pas à Lyon Oui. parce que le département du Rhône n'a pas voulu payer. Je crois que la métropole, qui n'est pas la même couleur politique que le département est à droite et la métropole est écologiste, mais les deux, en fait, ont dit non, 180 000 euros, c'est trop cher. Mais vous pouvez vous pouvez vous y mettre à plusieurs. C'est comme une cagnotte. Voilà. Cotisé, oui. Non, mais après, ça veut dire que vous partagez aussi le choix des relayeurs, parce que les relayeurs, c'est souvent sur proposition des élus des territoires. Et donc, si vous êtes plusieurs à accueillir, plusieurs à financer, vous êtes aussi plusieurs à choisir. Pour des petites villes, des petits villages, c'est l'événement de Oui, l'année. regarde, prenez le donc cas les gens de la vont venir. Haute-Corse. La Flamme va aller à Bastia. Le maire de Bastia a choisi ses 3 porteurs de la Flamme. Donc, évidemment que ça va attirer des spectateurs et qu'il y a quelques retombées sur l'économie locale. Puis la protection du chaudron, de toutes les manières, ce soit Oui. ceux qui seraient éventuellement tentés par une action Non, pour se ça, faire c'est- remarquer, c'est pas la peine. C'est jamais une bonne idée de vouloir s'en prendre au chaudron ou à la flamme parce que ils sont protégés, le chaudron et la flamme, et pas par n'importe qui. Il y a quand même un dispositif de sécurité important. Et puis surtout, c'est le GIGN à qui on a confié la protection de la flamme. Et le GIGN va suivre la flamme, y compris à Paris, à partir du 14 juillet quand la flamme va arriver à Paris. Donc ceux qui voudraient s'en prendre à la flamme devront affronter le GIGN, ce qui n'est jamais une très bonne perspective. Mais plus sérieusement, il y a des menaces qui pèsent sur la flamme, notamment de tentatives d'extinction de la flamme ou tout simplement de perturbation du parcours de la flamme en s'allongeant sur le bitume, en organisant un sit-in. Il y a un certain nombre de menaces dites activistes, revendicatives, politiques qui ont été identifiées. Donc pour ça, ce c'est relais le de la flamme. travail en amont du renseignement. Pour tout vous dire, on a croisé quelques agents du renseignement, on a même discuté avec eux avant de venir sur cette terrasse, et ils savent précisément, c'est assez impressionnant, ils savent précisément qui est là, qui il faut surveiller et où est la menace. Oui, parce que pour les Jeux, on a créé un centre du renseignement olympique. On a un CRO exceptionnellement. C'est-à-dire qu'on a, pendant la durée des Jeux, un service qui va compiler, analyser, regrouper toute l'information des services de renseignement relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc dans ce renseignement préparatoire, il y a la menace dite contestataire, revendicative. Mais il y a aussi la menace terroriste, parce que si on devait passer du plan A au plan B ou du plan B au plan C pour la cérémonie d'ouverture, ce serait probablement pas en raison des activistes. Ce serait en raison de la menace terroriste. Et si on doit passer d'une cérémonie d'ouverture dynamique sur la scène à une cérémonie statique au Trocadéro ou statique fermée au Stade de France, ce serait parce que la menace terroriste serait beaucoup trop élevée dans les jours qui précèdent la cérémonie d'ouverture.